Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, je crois, il est temps de se plonger dans le pire pour moi de la nouvelle trilogie Star Wars. Quand Rian Johnson avait été annoncé, je n'étais pas forcément mécontente. J'avais adoré Looper et son univers complètement décalé. Et puis, le manque apparent de discussion et de cohérence entre le travail d'Abrams et celui de Johnson a complètement enterré pour moi cet opus. Les derniers Jedi, que je surnomme plus affectueusement, ou pas d'ailleurs, les derniers débiles. Bon, déjà, ça commence bien. Apparemment, le dernier film avait bel et bien planté sa bêtise, et l'élimination d'un système solaire a bien décimé toute la République. Oui, toute! Ce qui fait donc que le Premier Ordre est au pouvoir. Alors désolé de revenir sur la prélogie, tant détestée, mais au moins Palpatine avait l'intelligence d'accéder au pouvoir par un vote, ce qui rendait son putsch au moins légitime. Là, on explose 3 planètes et 6 vaisseaux sans aucune résistance de la part du reste des systèmes. Soyons honnêtes, dans le monde de Star Wars, tout un gouvernement ne se trouve pas sur une seule planète. D'ailleurs, Coruscant who? Mais surtout, à quel moment ça rend la prise de pouvoir légitime? Pas encore prêt à évacuer. Il reste une trentaine de palettes d'obus dans le bunker C. Tant pis pour les munitions, on n'a plus le temps. Embarquez tout le monde dans les navettes de transport. Oh non. En même temps, si les rebelles sont assez cons pour n'avoir qu'une seule base, désolé, sélection naturelle à un moment donné. Ouais, le dernier film a créé tant de liens pour nos personnages que j'en suis à là, niveau empathie. T'es une base rebelle et tu n'es pas prêt à partir à n'importe quel moment. Waouh, un méga vaisseau, génial! Sérieux, il croit vraiment que c'est comme ça qu'on fait un film? En mettant toujours des plus gros vaisseaux? Et que mettre du rouge et du noir, ça rend ton film flippant? Oh, salut Liza, j'espère que tu vas bien. Mais à quel moment un pauvre X-Wing t'empêche de tirer sur ta cible? À chaque fois que je vois ce mec, je me demande ce qu'il fout dans ce film. Dites à votre princesse que toute reddition est exclue et qu'il n'est pas question de négocier. Allô, j'ai demandé le général Hux. Général Hux, vous n'avez pas la moindre chance. Toutes nos forces sont mobilisées pour vous exterminer jusqu'au dernier. Ok, je quitte pas. Et après, je vois une scène de troll débile comme celle-là et j'ai envie de hurler dans un coussin. C'est devenu ça, Star Wars? Ne vous méprenez pas, je ne suis pas contre l'humour dans les circonstances plus sérieuses. C-3PO remplissait parfaitement son job dans la trilogie pour ça. Mais sérieux, une blague téléphonique qui risque d'énerver encore plus le mec qui pointe un canon géant sous ta misérable flotte de 3 péons? C'est pitoyable. Parce que pour moi, perso, là, je suis Hux, je me dis fuck that moron et je fais feu. Mais après, je ne suis pas encore à la tête d'un empire galactique, donc qu'en sais-je? Et en plus, ils te mettent tout ça avec une musique super épique trop cool, alors que cette scène ne la mérite pas. Les dudes, ils ont 40 canons et ils n'arrêtent pas un seul X-Wing. Vous voulez rire? On a eu suffisamment de batailles dans les 6 derniers films, 7 si on compte Rogue One, pour savoir que non, ça ne se passe pas comme ça, même avec un bon pilote comme Poe. Et ils ont pas de bouclier? La résistance en a bien, eux. Ah bah enfin ils tirent, ça aura juste pris 40 minutes. Décrochez et revenez ici avec votre escadrille que nous puissions quitter les lieux. Non, général, on va pas laisser passer ça. On a une chance unique de passer du AC. On connaît peu Leia et sa capacité militaire dans les films, mais je suis effectivement presque sûre qu'elle ne laisserait pas passer une opportunité pareille, surtout vu l'état de la résistance et celui de la République. Ce n'est certes pas une tête brûlée, mais elle a une intelligence tactique, c'est indéniable. Et Poe a certainement raison dans ce cas-là. Et c'est quoi ces vaisseaux complètement pétés? Je comprends, une bombe c'est fragile, mais en toute logique, un bombardier ça devrait être un petit peu plus vif, parce que là c'est très clairement inutile comme vaisseau, ils sont à peine protégés, pas du tout manœuvrables, ils arrivent de trop loin, sont beaucoup trop lents, c'est clair et net que ces vaisseaux ne sont pas destinés à être utilisés comme tels. Cette scène, une fois n'est pas coutume, n'a strictement aucun sens. Si tant de monde meurt, eh ben à ce niveau c'est juste bien fait pour eux. Non, 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 non. Même Simon Biles ne le rattrapait pas celle-là. C'est un chamallow, la meuf? À aucun moment elle rattrape la télécommande. Et donc, s'il suffisait d'un seul bombardier pour détruire le gros vaisseau de la mort qui tue, pourquoi les avoir tous envoyés au début? Parce que s'ils savaient que leur vaisseau était pourri, qu'ils allaient tous mourir? Ok, cool. Pour tout le mal qu'il y a à dire sur le personnage de Leia plus tard dans le film, j'aime beaucoup cette petite scène, très subtile. Même si être général, c'est avant tout perdre tes troupes et voir des gens mourir pour sa cause, je peux comprendre la lassitude et la fatigue de Leia ici, qui voit mourir des centaines, voire même des milliers de personnes pour sauver la galaxie,
et qui a elle-même tout perdu, son fils, son frère et son mari. Sa fatigue est légitime et cette scène est toute mimi et apporte une dimension supplémentaire au personnage. Mon général, le suprême leader Snoke vous contacte depuis son vaisseau. Bordel, cette tête. Tu veux un hochet, un biberon, une grande claque dans ta face pour être le pire commandant d'un vaisseau au monde? Pardon, c'est humiliant et drôle, mais en soi ça n'a aucun sens non plus. Rappelons-nous qu'ici, Disney a mis complètement de côté l'univers étendu. Donc pas de oui mais dans tel obscur bouquin, page 43, ligne 18, machin a fait pareil. Non, dans l'univers des films, celui qui nous intéresse, personne, pas même les Sith les plus puissants, n'ont montré qu'ils étaient capables d'utiliser la force à ce point, sur de pareilles distances. Ça me semble relativement incohérent dans l'univers des films. Vous vous rappelez quand j'ai dit que Finn n'était pas mort après s'être fait découper la colonne vertébrale par Kylo? Ouais, here we are, il a pas l'air d'aller trop mal. Est-ce que c'est une métaphore de l'effet que Poe fait à Finn? Parce que honnêtement, same. Retour en Irlande, où Rey donne son sabre à Luke. Et voilà le moment où Johnson a tué Luke. Alors oui, détourner les attentes du public, blablabla, bla bla bla, mais non, pas au détriment d'un personnage bien construit et que nous connaissons tous. Jamais Luke n'aurait balancé le sabre de son père comme ça. Au pire, il lui aurait rendu ou posé par terre. Bon, de base, jamais Luke ne se serait barré faire l'ermite sur une île, alors que la Résistance et sa sœur avaient besoin de lui. Mais là, ce n'est pas du détournement d'attente, c'est insulter un personnage correctement écrit. Chewie, qu'est-ce que tu fais là? Il dit que vous allez revenir avec nous. Ouais, parce que Luke, il comprend pas Chewbacca, c'est nouveau ça aussi qu'il faut qu'elle traduise. Du faucon? Attendez. Où est Anne? Bah il serait peut-être bien temps de t'en occuper, bouffon, ça fait presque 10 ans que t'es parti, et tu te dis que peut-être, éventuellement, le monde a continué de tourner sans toi? C'est là que ça va pas. Soit Luke s'en branle la nouille de A à Z, soit il se sent concerné, mais peut pas dire qu'il s'en fiche et s'exiler si le sort des autres lui importe. Il y avait 1000 manières de montrer un Luke plus nuancé. Preuve en est, on l'a fait avec Leia. Par exemple, il aurait pu dire qu'il peinait à trouver des personnes vraiment sensibles à la force, ou que lui-même avait de plus en plus du mal à l'être, ou le montrer entraîner Leia. Peu importe, la nuance pouvait être apportée, et je l'aurais accueilli comme l'auraient fait les fans, avec joie, si au moins elle avait fait sens. L'exact inverse de ce qui a été fait à ce pauvre Luke ici. Attends, donc ils ont bien moyen de les retrouver. Et s'il le savait avant, pourquoi il a fait cette tête avant? Je comprends pas. Je reste toujours abyssalement troublée par 1. Le fait de caster The Ultimate Actor de CGI, mon bro Andy Serkis pour cette merde, mais aussi 2. Par le côté dégueulasse plastique de ce CGI. À chaque fois que je le dis, je me fais un peu taper dessus, mais selon moi, les effets pratiques, même visibles, ne seront jamais aussi dégueulasses que les CGI ratés comme celui-ci. Sinon, j'adore le peignoir doré, Go of Queen. Non, en vrai, Snoke en pyjama doré, je crois que ça cristallise à quel point ce film est mal branlé. Vous vous souvenez de la cape sombre de Palpatine qui cachait son visage? Du casque de Vador? Ouais, léger changement. Là, on dirait le Marc Dorcel de l'espace, quoi. Enlève ce masque ridicule. Mais regarde-toi, ce geste t'a ravagé jusqu'à l'os. Tu as été battu, déstabilisé par une fille qui n'avait jamais tenu un sabre en main. Tu as échoué! Ok, j'aime beaucoup cette conversation parce qu'elle fait écho à un passage de la vie d'Anakin que nous n'avons jamais vu, le doute et l'apprentissage avec Palpatine. Pour le masque, je trouve que c'est une idée pas trop dégueulasse. Déjà parce qu'il n'avait pas un style énorme, ensuite parce que bon, ça serait quand même dommage de cacher la jolie bouille de Adam Driver, mais ensuite parce que ça tente enfin de donner un arc intéressant à Kylo, qui jusque-là ne suivait que celui de Vador. Enfin, quelqu'un qui le dit, merci Andy, et j'avoue que les éclairs de la force, c'est super classe. Mais en vrai, je trouve que c'est symptomatique de l'écriture d'enfant de Rian Johnson. Kylo est passé d'un jeune homme perclus de doute à un gamin émo trop dark. Humaniser un méchant, ok. Lui faire changer ses motivations la demi-seconde où Snoke lui fait la réflexion, non, surtout qu'il a déjà dû lui faire la réflexion avant. L'écriture de Rian Johnson est digne d'une fanfiction Wattpad. Les mecs rouges sur fond rouge, merci pour les daltoniens ici présents, lol. Et merde, j'ai la même coupe de cheveux qu'Adam Driver. Nous avons besoin de vous. L'ordre des Jedi nous manque. Meuf, tu pensais que Luke était un mythe il y a 3 ou 4 jours, redescends. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais reprendre la lutte avec un sabre laser et vaincre le premier ordre à moi tout seul? Alors on est d'accord, ça serait méga stylé, mais je crois pas que c'est ce qu'elle demande, Luke. Qu'est-ce que tu espérais en venant ici?
Tu penses que je serais venu sur une des planètes les plus retirées de la galaxie sans avoir de bonnes raisons? Oui, sauf que ces raisons, on ne les connaît pas, et que comme ça ne dit rien du tout à personne. Donc, on suit Luke dans sa petite vie de Sherpa irlandais, Rey le suivant partout comme une groupie des One Direction. Tu perds ton temps. Et le nôtre, Luke. Et le nôtre. Rey continue à entendre des voix, toujours aussi rassurant, et Luke se rend compte que peut-être la ptiote a un peu besoin d'aide parce que ça tourne pas rond. Et il la suit dans un bâtiment arbre très cool où sont rangés les textes Jedi. Tu sais, les livres à 400 boules que tu dois acheter pour ton master, et lui demande qui elle est. Qui es-tu? C'est la résistance qui m'envoie. Il t'envoie. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? C'était une bonne raison, je trouve, mais considérant le fait qu'elle entende des voix et ait manifestement des dons de préscience, je comprends l'insistance de Luke. Voilà quelque chose d'intéressant, un nouveau challenge pour Luke, et l'ouverture sur le potentiel que la Force a pour quelqu'un qui n'a pas grandi dans des cercles où les Jedi sont courants, comme Luke donc. Savoir qu'un pouvoir, une force sommeille en soi, peut effectivement être effrayant, et pour Rey, découvrir que quelqu'un peut l'aider à le maîtriser est important. Soit. Maintenant, ça aurait été pertinent si elle n'était pas clairement déjà en pleine maîtrise de ce fameux pouvoir. Vous êtes dégradé. Quoi? J'avais dit que le doute de Leia était compréhensible tout à l'heure. Je trace la ligne ici. 5 secondes en pleine bataille, ok. Qu'elle fasse la boute dans son coin, non. Et c'est aussi le début de la fin pour ce personnage. À quel moment une générale frappe un commandant? C'est pas ton fils déjà, tu te calmes. Et ensuite, pourquoi le dégrader après une mission à succès? Ça n'a aucun sens. En plus, Poe n'a clairement pas l'air d'être une tête brûlée. Il a vu une opportunité qui n'allait sûrement pas se représenter, éliminer un danger important pour la survie de la résistance, et l'a prise. Et les autres l'ont suivi parce qu'ils y ont vu la même opportunité. C'est comme ça que la guerre marche. Parfois, le plan change en cours de route, et c'est le boulot d'un général de pouvoir donner un ordre de mission aux troupes, mais aussi de laisser suffisamment d'espace pour pouvoir aviser sur le terrain, en fonction de l'évolution de la bataille. Oui, Leia, les gens meurent à la guerre. OMG, depuis quand Leia le découvre seulement maintenant, ça? Et puis meuf, tu disais pas ça pour la Pokéball de l'étoile noire, hein? Quand j'ai vu ce truc pour la première fois, j'étais persuadée que le Premier Ordre les avait tracés avec ça. Spoiler, c'est non. La vache, le Premier Ordre a du pognon pour sortir des méga vaisseaux toujours plus méga plus de la mort. Et du coup, avec une nouvelle technologie trop swag de la mort qui tue, apparemment développée entre le film numéro 7 et le film numéro 8. Comment Poe est encore en vie après s'être pris une explosion en pleine poire? Pour tout le mal que j'ai à dire sur le film, cette scène où mère et fils se sentent est... fou. Et le doute et la peine de Kylo est magnifiquement retranscrite par Driver. Vraiment, ce qui me rend le plus triste avec ce film, c'est qu'ils mettent des acteurs aussi bons dans un scénario aussi merdique. Donc, Leia meurt sous les yeux de son fils, qui était prêt à l'épargner, et alors que la flotte s'éloigne des méchants, plus lourds et donc moins rapides. Cette histoire de carburant me fait vraiment tiquer, parce qu'on ne l'a jamais vu dans un Star Wars avant, et franchement ça fait vraiment mimi là pour une excuse au scénario qui traîne la patte. Cette scène est une insulte complète à Carrie Fisher et à sa famille. Pour ceux qui ne savent pas, Carrie Fisher nous a quittés pendant le tournage de Star Wars 8. Au lieu de lui donner une mort honorable à l'écran, qui rendrait véritablement hommage à son personnage et à elle-même, ils ont décidé que d'un coup, Leia avait la force. Elle qui n'a visiblement jamais été entraînée par Luke, ni par qui que ce soit d'autre. La réveille et continue de la faire vivre à coups de CGI pendant ce film et le prochain. Une véritable insulte et une honte totale. Un des points qui me rend véritablement énervé avec Rian Johnson et Disney. Surtout pour en faire ce qu'ils en font. Et ne venez pas me parler de Rogue One, ils auraient de toute manière pas utilisé Carrie Fisher pour se jouer elle-même jeune de toute manière. Et donc Leia survit non seulement après une explosion, je le rappelle, et avoir gelé dans l'espace. Être Jedi, c'est être tort, maintenant, je suppose. Alors laissez-moi vous faire mon coming out. Je suis végane depuis plusieurs années, et même moi, bon Dieu que cette scène m'énerve. Chewbacca bouffe de la viande crue dans le 3 sans aucun souci, mais là il va pas manger son poulet à la broche parce que l'autre lui fait les yeux doux. Alors je suis pas bouchère, mais les yeux mignons, il les a vus quand il les a attrapés, dépecés, déplumés et leur a enlevé les entrailles. Donc tu t'assois et tu bouffes, maintenant il y a des gamins qui meurent de faim, Puis merde, c'est pour ce genre de conneries qu'on passe pour des débiles quoi. D'ailleurs, petit point sur les porgs, j'en ai pas grand chose à faire, c'est un peu le même niveau que les Ewoks pour moi. Des bestioles relous, qui font des jouets sympas, mais qui ne gênent pas plus que ça l'intrigue dans tous les cas. Vieux frère, j'aimerais que tu puisses me comprendre.
Alors explique-nous, bougre de toi, dis-nous, parce que moi non plus je comprends pas Luke. Et c'est chaud parce qu'on a déjà passé 3 films ensemble avant. R2 montrant l'enregistrement de Leia est une chouette scène, et j'aime le fait que ce soit un de ses plus vieux amis qui le fasse céder, même si dans le grand écosystème des choses, ça reste un peu débile. D'ailleurs, pourquoi lui enseigner si tu veux en finir? Chaque morceau d'information que tu donnes fait perdurer la voix des Jedi, même si elle reste incomplète. Après tout, la propre formation de Luke était elle aussi incomplète. Ouais, ça c'est signe de tête brûlée fonceuse, de soupirer quand tu penses que le commandement te reviendra. Je déteste ce qu'ils font de peau dans ce film, et je déteste le fait d'avoir pris une actrice comme Laura Dern pour en faire ça. À une poignée, nous serons la petite étincelle qui mettra le feu aux poudres pour restaurer la République. Vous êtes seul. La résistance n'est pas censée être l'étincelle, vous êtes censé être le feu, la flamme, celle qui allume celle des autres. Faudrait qu'on les sème avant de chercher une autre base. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, capitaine? Ce n'est plus commandant, c'est ça? Il me semble que c'est la dernière mesure officielle qu'a prise Leia, après votre attaque d'un cuirassé. Une manœuvre qui nous a coûté notre flotte de bombardiers. Capitaine, commandant, appelez-moi comme vous voulez. Tout ce que je veux, c'est savoir ce qu'on décide. Mais bien entendu, c'est tout naturel. J'ai eu affaire à beaucoup de pilotes qui avaient la gâchette facile. Des impulsifs. Très dangereux. Pas du tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors restez à votre place et faites ce que je vous dirai. Et puis c'est qui cette pétasse? Comment elle parle à un mec qui vous a littéralement sauvé les fesses il y a quelques jours ou quelques heures? Je comprends vraiment pas la timeline de ce film. Et en quoi lui remettre sa démotion dans la phase va aider? Et pourquoi elle lui parle comme si c'était un gosse ou un complet abruti? Alors ok, on a peu vu Poe dans les 2 derniers films, mais il avait l'air d'être un mec assez respecté, un bon pilote qui connaît bien son métier et passionné par sa cause. Pas un fou de la gâchette. C'est qui cette meuf prétentieuse? Et si tu veux qu'on te croie, donne des ordres. C'est mignon les petits discours à 2 balles d'influenceuse Instagram, mais donne-leur quelque chose. Vous êtes 400, vous avez plus rien, on s'en fout d'être l'étincelle ou peu importe. Les gens ont besoin de concret. On peut dire ce qu'on veut de Leia, mais elle était toujours franche avec ses troupes et elle leur donnait toujours un plan. Là, moi, la première fois que j'ai vu cette scène au cinéma, j'étais persuadée qu'elle était du premier ordre et que c'était elle qui leur avait filé les coordonnées et que c'est comme ça qu'ils savaient où ils étaient. Forcément, faire des cachotteries à 2 balles, là, c'est ce qu'on croit. Ouais, pareil, Poe, un coup de boule à cette conne. Nous retrouvons Finn souhaitant s'échapper pour aller retrouver Rey et se faisant arrêter par Rose, la sœur de la nana chamallow de la dernière fois. Qui le reconnaît, parce qu'il a une contribution quelconque dans la résistance pour être le grand Finn, mis à part s'être fait casser la gueule par Adam Driver. Sinon, sois pas débile et clarifie, si elle te connaît toi, elle connaît Rey, dis que tu vas la chercher, ça t'évitera de te faire taser. Pardon, j'ai rien dit. Et donc la meuf, elle devine la manière de tracer en vitesse lumière, alors qu'elle ne savait pas que ça existait il y a 30 secondes. Et pauvre Poe qui se retrouve emmené dans ce plan de merde. Et comment ils ont des plans du truc, bordel, on m'explique? Ils appellent Maz, qui est un peu occupé, et qui les renvoie sur Canto Bight, une planète Monaco sans aucune originalité. Heureusement que je regarde un film de SF, je pense avoir fait 10 heures de voiture pour aller dans les Pyrénées. Kylo et Rey se sentent connectés, mais peu importe, on y reviendra plus tard. D'ailleurs, cette tenue à cape avec les cheveux longs, ajoutée à la voix un petit peu morne, la ressemblance physique des acteurs respectifs en plus, Kylo me fait vraiment penser à Rogue dans Harry Potter. Je ne sais pas si c'était voulu. Cette bassine me fait penser à celle dans Kung Fu Panda. Luke fait faire un petit cours de méditation à Rey et lui parle de bouddhisme, comme tout à chacun, et elle tombe direct dans le côté obscur de l'île et se fait appeler, ce qui veut donc dire, d'après Luke, qu'elle est direct tombée dans le côté obscur tout court. Je suis persuadée que les Jedi, à l'époque, parlaient du côté obscur aux apprentis. Mais ok, fort bien. Et bien sûr, elle est super puissante, badass, tout ça, parce que féminisme, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, ça, Luke ne l'a vu nulle part ailleurs, sauf chez Ben, et ce qu'on peut arrêter de teaser du lien familial là où il n'existe pas, spoiler, s'il vous plaît, merci. Et donc une nana visiblement puissante et que le côté obscur de la force convoite, tu vas les laisser comme ça, Anakin style. Ok? Serpent, assassin. Cette VF de l'enfer. Ça me fait tellement rire de la part de Disney et d'un réalisateur éminemment friqué de faire de l'anti-riche primaire. C'est très français, au final. Bla 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 bla, les riches sont tous des méchants, ouh. Je vous la fais courte, l'entièreté des événements sur Canto Bight se résume à ça. Un commentaire anti-riche. Et bien sûr, nos personnages sont complètement teubés et qui prennent une autre personne. Encore une honte supplémentaire de caster Benicio del Toro pour en faire cette merde. Vraiment, c'est un de mes acteurs préférés qui joue en plus dans mon film préféré un mafieux qui ressemble quand même pas mal à ça au final. Bordel, il n'y a vraiment rien qui va. Depuis leur disparition, les Jedi sont idéalisés. On les considère comme des dieux.
Mais si on oublie le mythe et qu'on juge les actes, l'héritage des Jedi est un échec. Hypocrisie, orgueil... Non, c'est faux. Au sommet de leur puissance, ils ont laissé Dark Sidious, le créateur de l'Empire, les balayer. C'est un maître Jedi qui est responsable d'avoir créé et formé Dark Vador. Et vous, le Jedi qui l'avait sauvé? Alors ça, c'était déjà débattu dans la prélogie. Et ensuite, comment réduire des siècles de paix aux événements des 100 dernières années à peu près? Ils ont échoué une seule fois et ont donc eu tort sur toute la ligne depuis la création de l'Ordre. J'ose espérer que Luke est plus intelligent que ça. C'est fou que ce soit Rey, qui est censé ne rien connaître du délire, qui rappelle à Luke que Vador, créé par la Force, est retourné à la lumière grâce à Luke. Surtout, c'est oublier la dernière conversation entre lui et Vador, et oublier le principe même de Vador, que la lumière est vacillante, qu'il faut se battre pour cet idéal, et que Anakin a été poussé dans le côté obscur parce que personne n'a entendu ses doutes et ses peurs. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas avoir formé Leia aussi? Je comprends le doute de Luke, et je comprends sa peur, et je trouve ça super intéressant qu'ils se sentent échoués face au pouvoir de Kylo. C'est un rappel intéressant de Obi-Wan et d'Anakin, mais aussi ça apporte enfin un peu de profondeur à Kylo, en plus de donner une raison à Luke de douter. Mais du coup, ça rend aussi son exil encore plus stupide. Il connaissait la puissance du pouvoir de Kylo, son attirance vers Snoke, et il savait que la galaxie allait en pâtir, comme elle en a pâti de Sidious et de Vador, ceux qu'il a combattus pendant des années, et ça en touche une sans faire bouger l'autre. C'est l'histoire qui se répète avec lui en plein dedans, et ne fait rien alors que 30 ans auparavant, il a tout quitté pour avoir exactement le même parcours. Ça ne fait aucun sens. Mais bordel, dis-leur quelque chose! Donc nos copains récupèrent un mec random, se font sauver par le droïde, défoncent tout en se faisant aider par les enfants vivants avec les poneys de l'espace, et partent gaiement, vraiment rien à dire sur les scènes, elles sont nulles. Mais ça valait le coup. On a ravagé leur ville, on leur a fait mal. Alors non, ça s'appelle de l'économie. Tu vas créer de l'emploi et des marchés dans l'économie locale de la planète, voire même du système en règle générale. Mais ok. Puis l'autre il les retrouve en mode YOLO aussi, hein. Retour en Irlande où Luke Skype un coup avec Leia et Rey avec Kylo et hello you beautiful boy. J'adore que le mec à poil diagnostique les daddy issues de Rey et j'aime qu'on le voit la manipuler comme Sidious manipule Anakin. Encore une fois un rappel sympathique, les versions de Luke et de Kylo se confrontant dans sa tête. Elle s'aventure donc du côté obscur. Est-ce que je vous fais un dessin ou est-ce que vous voyez le même second degré que moi? Il arrive bien heureusement à nager alors qu'elle a vécu toute sa vie sur une planète où il n'y a pas d'eau. Classique. Une scène intéressante visuellement, malheureusement brisée par la voix de Rey qui brise complètement le 4e mur et qui débouche sur que dalle. Même le miroir du Reset en a rien à foutre d'elle quoi. C'est ouf comme il se passe rien dans ce film, c'est hallucinant. Et pourquoi elle se livre à Kylo d'un coup? C'est de l'avoir vu torse nu? J'avoue, il est beau gosse, je suis pas contre un début d'histoire d'amour entre les deux, mais l'ennemi to lover, c'est complètement dépassé, et c'est si mal amené. Et si c'est encore une technique de Kylo pour la manipuler et l'emmener vers le côté obscur, mais c'est même pas le cas. Et Rey pétant un câble à Luke alors qu'elle lui déclarait la veille que c'était la faute de Snoke et de Kylo, pas la sienne, et qu'elle serait différente. Et cette bataille débile qui prouve juste à Luke qu'elle a vraiment un pet au casque. Who cares de ce qui s'est passé? Tu l'as toi-même dit. Luke et les Jedi en général ne sont pas parfaits, les doutes et les erreurs arrivent. Et même si les Jedi sont un idéal de travail et de perfection, l'histoire des Jedi montre bien que ce n'est qu'un idéal. D'autant plus pour Luke qui n'a pas reçu de vraie formation à proprement parler, et qui a vu et combattu lui-même les dégâts causés par le côté obscur. Évidemment que le mec il est en état post-traumatique sévère quand il voit dans quelqu'un la noirceur de Sidious et de Vador bouffonne. Bref, Rey s'en va, laissant Luke seul sous la pluie, comme tout bon animé. C'est quoi ce truc? Bordel, je comprends de vouloir rendre hommage aux marionnettistes de talent qui avaient travaillé sur les premiers films, mais bordel, ça c'est pas un hommage, c'est une honte. C'est la pellicule, le grain qui rendait la marionnette vivante. Là, dans un film entièrement en CGI, presque parfait, et en 4K, ça fait si moche. Bon, ok, la dernière fois, j'avais dit que les effets pratiques, c'était moins moche. Je retire ce que j'ai dit pour ce coup. Et sinon, Luke, il est là depuis 10 plombes, dans un endroit manifestement très fort en force, et Yoda ne vient que maintenant? Et Obi-Wan alors? Ou même tous les autres? Personne n'est venu lui parler depuis? Anakin, peut-être? Il était temps de lui dire que le meilleur des maîtres était l'échec. J'aime bien la conversation en soi, mais elle sonne énormément forcée. Je répète, soit Luke est attaché à l'imagerie des Jedi, soit il ne l'est pas. Ici, encore une fois, c'est confus pour les besoins de l'intrigue et incohérent. Benicio del Toro, qui s'appelle DJ mais comme sa nom de merde je garde Benicio, explique à nos deux débiles le fonctionnement du marché des armes et que le monde n'est pas aussi binaire qu'il semble l'être. Comme si c'était pas déjà une discussion prévalente dans Star Wars à la base, je veux dire, on suit un peu une princesse, Leia, mais ok. Elle vous a interdit l'accès, ne faites pas de scandale. Si, au contraire. Hold on! Vous n'êtes pas autorisé. Tête brûlée.
Non, ton grade ne te donne pas le droit d'insulter ceux qui sont sous tes ordres, surtout quand ils n'ont pas mérité ça et surtout quand il a raison. Donne ton plan, il a raison de péter un plomb. Elle ne donne aucun plan, agit comme une traître ou comme une folle, Poe a toute légitimité de péter un plomb. Tout ce qui se passe là avec le gant des débiles, c'est de sa faute à elle. Et donc, Rey arrive comme une fleur à bord du croiseur impérial et est surprise de se faire choper en arrivant et se fait amener auprès d'Andy Serkis, qu'on n'a pas vu, notez bien, depuis au moins 3 bons quarts d'heure. De manière parfaitement légitime, Poe fait une mutinerie et relève Holdo de ses fonctions. Pas comme si elle faisait grand chose d'intéressant de toute façon. Mais Holdo se libère seule comme une Wonder Woman, et bref, c'est la merde à bord de la Résistance et c'est de sa faute. Nos 3 abrutis essaient de s'introduire dans le vaisseau, se font gauler comme il se doit, avec le retour pas très glorieux de Phasma. Franchement, tout leur arc ne sert à rien, surtout quand on a vu plusieurs fois au cours de la saga, et même dans le 7, des droïdes hacker des vaisseaux. Pourquoi avoir besoin de Benicio, si ce n'est de la propagande anti-riche malvenue quand elle vient de Disney? Oh, quelle surprise, c'est un agent du premier ordre. Qui ça surprend? Leia intervient encore en chambre d'hôpital, et elle et Laura Dern ont une conversation parfaitement débile, où Holdo se sacrifie de manière débile également, parce qu'en fait c'était pas une traître, juste une incompétente, et explique à Poe le plan, celui de partir à bord de navettes non protégées pour une planète paumée et isolée pour se terrer comme des lapins. Fabuleux plan, que Poe accepte parce que scénario. Brillant. Allez, bye bye Laura, toi et tes cheveux violets resteront dans l'histoire comme le plus grand gâchis d'une actrice brillante, que la force soit avec toi, et gaffe au dino. Rey est donc amené dans le donjon rouge d'Andy, Kinky Boy, il la torture, lui apprend qu'il était derrière les conversations Skype. Attends, s'il les a mis en lien, c'est qu'il savait où elle était. Et donc, il sait aussi où est Luke. Quel est l'intérêt? Bref, dans une parodie de la scène de l'épisode 6 entre Luke et Palpatine, Rey voit ses amis mourir, originalité who? Et monte Rey et Kylo l'un contre l'autre parce que, pourquoi pas. Bien sûr, Kylo n'a ras le bol de se faire mal causer par un vieux en pyjama, qui est trop con pour voir que Kylo tourne la main et le sabre à 2 mm de lui. Bien fait, tu parles du méchant. C'est parti pour une bataille mal chorégraphiée, yay! Donc franchement, les mecs en rouge font exprès d'être nuls parce que, scénario. Et bien sûr, Kylo, qui est censé être méga entraîné, se fait sauver pareil parce que féminisme! Et bien sûr, Kylo n'est pas gentil. Il lui dit qu'elle n'est fille de personne, parce que c'était une question intéressante, je suppose. Ils se battent pour le sabre, qui explose, et elle le laisse planter là et s'enfuit. C'est une des scènes les plus stupides du film. 1. Qui c'est cette nana qui est brisée parce que ses parents sont apparemment personne, qui s'en branle? Ensuite, elle voulait à tout prix retrouver Kylo. Elle s'est mise en danger pour, et elle le plante là? Quoi? Et le sable qui se casse en deux? Les résistants se font tirer dessus à cause des 2 débiles et du plan complètement con de Laura Dern, qui fait un truc visuellement sublime, vraiment une des images les plus belles que j'ai pu voir, qui me fout des frissons chaque fois que je la regarde. Mais techniquement, est-ce que c'est vraiment possible? Je veux dire, techniquement, on sait pas vraiment ce qu'est la vitesse lumière, mais on a vraiment une sensation d'accélération, on le voit dans tous les films. Donc ça passe, et ça fait vraiment pousser jusqu'au bout pour justifier le comportement abyssal d'Holdo. Au moins, on a une conclusion un peu cool à l'inimitié entre Finn et Phasma, même si elle meurt un peu bêtement et à mon sens un peu trop rapidement. Ça aurait été cool par exemple de la voir prendre le rôle de Snoke. Mais bordel, cette bataille est cool. J'aime tellement Gwendoline Christie quand elle se bat, j'ai des cœurs dans les yeux quand je la vois avec une épée. Notre suprême leader est mort! Nous n'avons plus de chef! Ah mais Hux, tais-toi, mais quel bébé celui-là! Ah, enfin un visuel intéressant de planète, chose dont je m'étais plainte dans le 7. Ce ciel blanc et rouge, ça c'est visuellement hyper intéressant. C'est tout ce qui reste. Oui, c'est tout ce qui reste, Rose, à cause de toi. Donc, la résistance est dans la merde et ils décident légitimement d'envoyer un message à leurs alliés et de se préparer à l'ultime assaut. Ah, c'est Terracide! Alors la scène partait super bien, j'adore le design tout pété des vaisseaux et l'assaut complètement désespéré, j'aime l'arrivée du faucon... Et puis j'ai l'impression que ça traîne un petit peu en longueur, je trouve. Vous trouvez pas? Surtout la trahison de Finn par Rose, franchement incompréhensible quand sa propre sœur s'est sacrifiée pour sauver la résistance, et que Finn aurait pu faire de même. Ça aurait été franchement une belle fin à ce personnage, qui a toujours fui au cours des films, et qui aurait enfin pu lui donner un arc intéressant. Mais non. Comme ça qu'on gagnera, pas en s'acharnant contre ceux qu'on déteste, en sauvant ceux qu'on aime. Dit-elle alors que la résistance explose derrière, hein? Ah, et ceux qui ont harcelé Kelly Marie Tran, vous êtes des enflures. La scène entre Luke et Kylo. Pourquoi avoir donné les dés qui servent à rien à Leia s'ils vont disparaître? Pourquoi ne pas leur dire de partir avant que Poe ne rattrape le scénario magiquement? Et pourquoi la projection de force de Luke?
Vraiment, l'impression que c'est pour se débarrasser de Mark Hamill, qui était bien plus que vocal dans sa désapprobation de cette nouvelle trilogie. Et c'est ainsi que Luke s'éteint devant un double soleil, comme sur Tatooine, inutilement, après n'avoir strictement rien fait, après avoir gâché X années de sa vie, à bouder comme un enfant et à être, en règle générale, un autre personnage que celui que nous avons abandonné 30 ans auparavant. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas venu? On a vu qu'il avait le X-Wing. Ils l'ont oublié dans le scénario? C'est vraiment le plus gros problème de cette saga, selon moi. Le traitement du personnage de Luke, qui passe d'une personne, certes avec des faiblesses et qui est imparfait, mais véritablement possédé par l'envie de changer les choses, à un vieux bougon prêt à abandonner sa propre sœur pour se punir, je suppose. Comprenez, on est loin de Yoda et de son exil sur Dagobah. Là, tout était perdu. Dans le cas de Luke, tout était encore à faire. Je comprends son angoisse d'avoir échoué, surtout avec son neveu, mais il n'arrange rien, au contraire. Il abandonne au moment où on a le plus besoin de lui et de son enseignement. Alors que l'histoire de l'erreur, il l'a déjà apprise dans l'épisode 5 quand il perd sa fucking main. Et pourquoi c'est pas Leia qui soulève les cailloux, vu qu'elle a maintenant une affinité avec la force d'après le film? Bref, les voilà qui s'envolent, tout contents alors qu'ils ne sont plus qu'une poignée et que leurs alliés les ont abandonnés à leur sort. Ça craint du pâté pour la résistance, hein les gars. J'aime bien à la fin avec le gamin au balai. Disons que pourquoi pas, Anakin était lui-même un enfant de la force. Mais les nouvelles ont l'air d'aller un peu vite chez les enfants esclaves, ça m'étonnerait qu'ils soient au courant de ce genre de choses. Bref, que dire de ce film, mis à part qu'il détruit non seulement absolument tout ce que les deux premières trilogies ont mis en place, mais aussi le 7. Déjà, parlons un peu de l'héritage de Leia, Luke et Han. Ces trois-là auraient tout fait, après tout ce qu'ils ont enduré, pour construire un monde meilleur, et surtout pour l'insuffler en eux et à leurs proches. Pourquoi Leia n'a jamais été entraînée par Luke? Luke n'a jamais changé les couches de son neveu et vu que le gamin avait des sensibilités vers le côté sombre, et personne ne l'a élevé pour qu'il n'y soit pas tenté. Aussi, un truc qui m'énerve, avant que Ben ne devienne Kylo, Luke aurait eu, à minima, 10 ans pour former d'autres Jedi. Ils sont où? Et puis, même avant la naissance de Ben, Luke aurait eu le temps d'en former d'autres, Leia en premier. Tant qu'on parle de Leia, n'aurait-elle pas tout fait pour protéger son gouvernement? Avec ce film, on a l'impression que les trois n'ont pas évolué en 30 ans. Han abandonne tout le monde, Luke est un couard sous-entraîné, Leia fait exactement la même chose. Et ont moins bien préparé que 30 ans auparavant, pendant l'Empire. Je veux dire, à ce niveau-là, ils n'ont pas seulement échoué, ils ont élevé et créé Kylo Ren. Pourquoi être tenté par le côté obscur quand ton oncle est le dernier Jedi qui a vaincu l'Empire? Dans tous les cas, qui aurait cru Luke être capable d'agir de la sorte? Pourquoi Ben a fui direct vers Snoke et pas vers sa mère? En parlant mère, parlons féminisme qui était bien enfoncé dans la gorge en la personne de Holdo, Rose et Leia, alors que ce film fait au final juste passer les femmes pour des hystériques et vraiment pas besoin de traîner sur des forums incels pour savoir qu'on a vraiment pas besoin de ça. Je veux dire, c'est à cause de Holdo que les deux débiles sont partis. Et si elle avait donné son plan, et si elle avait mis en place avant que les trois quarts de la résistance ne meurent, rien de tout ça ne serait arrivé. Et Rose est complètement incohérente, et surtout, ça rend le message en lui-même incohérent. Dire qu'on ne gagne pas en détruisant ce qu'on déteste, c'est exactement ce qu'a fait Holdo et le sens de son sacrifice. Et Rey qui est bonne en tout, alors qu'elle ne fait rien. Pourquoi ces messages politiques débiles? On peut avoir des femmes fortes dans une histoire sans féminisme débile. Putain, j'en ai fait une vidéo entière. Ensuite, le premier ordre. Pourquoi ce truc gagne? Hux est clairement mauvais dans son travail, et Kylo, le second de l'ampleur, est un gosse incapable de se contrôler. Dites ce que vous voulez sur Anakin, Vador prenait toujours des décisions réfléchies. Et Snoke qui se fait tuer comme un bleu alors que c'est le suprême leader. Rien ne fait sens dans ce film. Bon, allez, faisons une petite liste exhaustive, parce que si Luke n'a pas mis les formes, il n'y a aucune raison que je les mette. Le fait de ne pas avoir d'essence ne fait pas sens. On ne l'a jamais vu dans Star Wars, dans aucun des 7 films, et on voit même dans ce film le Faucon faire plusieurs hyper-jumps sans aucun souci. Pourquoi l'explosion de la Pokéball n'a rien changé politiquement pour le Premier Ordre? Pourquoi les transports de troupes n'ont pas d'hyperdrive? Pourquoi les vaisseaux qui n'ont plus de carburant s'arrêtent au lieu de continuer dans leur momentum? Pourquoi des bombardiers et pas des X-Wing? Pourquoi les Skype entre Kylo et Rey, quand on sait très bien que Rey ne tournera pas vers le côté obscur et qu'elle a déjà battu Kylo de toute façon? Pourquoi séparer Finn et Rey quand la chimie entre Boyega et Ridley est fantastique? De manière générale, pourquoi gâcher un personnage principal comme Finn pour lui faire une espèce de side quest inutile qui n'existe que parce que Holdo est débile et ne communique pas son plan en temps correct à ses troupes? Que Benicio del Toro soit sur Canto Bight, soit un agent de l'Empire et se retrouve comme par hasard dans la cellule de Finn et de Rose?
Pourquoi Luke laisse une carte derrière lui s'il ne veut pas être retrouvé? Et pourquoi aller sur l'île contenant les premiers temples Jedi et Sith s'il ne croit plus au chemin Jedi dans tous les cas? Pourquoi teaser la filiation de Rey s'il n'est la fille de personne? Ni de Luke, ni d'Obi-Wan, ni de Qui-Gon Jinn, ni de fucking Jar Jar Binks? Pourquoi le sabre d'Anakin ne va pas vers Rey au lieu d'exploser, puisque Maz lui dit qu'il l'appelle et qu'il a déjà préféré Rey dans le combat dans la neige du 7? Pourquoi Rey aime Kylo alors qu'il l'a kidnappé et torturé? Le parallèle avec Luke et Vador est évident, mais ici, c'est forcé. Vador est le père de Luke, et un an sépare le 5 et le 6, il a donc le temps d'y penser. Pourquoi Poe devient un gros con débile dans la tête d'Holdo, alors que jusque-là, il a l'air d'être exemplaire? Pourquoi Maz se filme pendant une bataille? Pourquoi, puisque Luke veut mourir, ne le fait-il pas en sauvant sa sœur? Et même, pourquoi est-ce qu'il meurt de fatigue comme une merde? Un des points les plus difficiles à comprendre selon moi, pourquoi Luke ne saute pas dans son X-Wing le semi-moment où il apprend la mort de Han? Pourquoi on ne le voit pas réagir à la mort de son meilleur ami surtout? Pourquoi Luke absoudrait Vador, mais tuerait Kylo pour une vague intuition? C'est son neveu. Pourquoi Luke ne fait-il rien en général? Si c'était retiré pour devenir plus fort vu qu'il va sur l'île des premiers temples, ok, ça fait sens, mais là, les gens changent fort bien, mais pas au point de trahir sa sœur et son meilleur ami et sa famille au moment où la galaxie va au plus mal. Il n'a pas senti la mort des millions de personnes dans la République? Être hésitant, ok, mais jeter le sabre de son père avec une filiation particulière? Non! En règle générale, je crois que la question qui va recentrer un petit peu tout ça, c'est pourquoi? Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Star Wars 8, les derniers débiles, comme je l'appelle affectueusement. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui a été extrêmement douloureuse à écrire parce que, comme vous le savez, Star Wars, c'est ce qui m'a ouvert à la science-fiction. C'est un de mes films préférés, surtout le 5. Et voir à quel point Disney et Rian Johnson ont détruit cette aura et ont détruit tout ce qu'ont fait les 6 films précédents et Rogue One, ça me brise le cœur. Et il fallait que je l'exorcise, je suppose. Donc merci à vous de m'écouter pour cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera un petit peu plus joyeuse. Mais n'y comptez pas trop, petit spoiler. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et surtout, à bientôt dans l'univers.